Le courant esthétique, appelé Manierismo, naît en Italie vers 1520 et fait la jonction entre la Renaissance et le baroque. Le maniérisme fait référence à la technique particulière d'un peintre, à sa manière personnelle de concevoir son œuvre. Ce terme manierismo a été inventé par l'historien de l'art Luigi Lanzi en 1792 et suscita d'âpres débats. La question étant la suivante: le mouvement est-il une extension de la Renaissance ou bien est-il un mouvement distinct aux contours bien définis et ayant développé ses propres codes? Pour répondre à cette question, les historiens doivent analyser le travail des peintres successeurs de Raphaël ayant œuvré durant cette période. Raphaël, figure marquante de la haute Renaissance, meurt le 6 avril 1520. Les artistes qui vont lui succéder vont être confrontés à un problème de taille, le génie de leurs prédécesseurs. Pour se démarquer d'eux et devant l'épuisement des idées de la Renaissance, les peintres maniéristes vont rechercher de nouvelles inspirations. Ils vont délaisser les fondamentaux de la peinture de la Renaissance, tels que l'utilisation des lois de la perspective, de la profondeur spatiale, et ils vont commencer à jouer avec cet espace, à le déformer et à exagérer les proportions des corps humains. La production des peintres maniéristes, réalisée entre 1520 et 1620 environ, va, au cours des siècles suivants, être jugée avec une grande sévérité, notamment pour avoir pris la liberté de s'émanciper de l'esprit qui avait guidé les peintres du Quattrocento et du Cinquecento, à savoir une quête permanente de la reproduction de la réalité et de la nature. Ce n'est qu'au début du XXe siècle que cette connotation si péjorative qui accompagnait les œuvres réalisées au cours du siècle maniériste va commencer à s'estomper et le mouvement finira par être reconnu en tant que tel. Dans la recherche des motivations qui ont poussé les peintres maniéristes à rompre avec l'esthétique de la Renaissance, il ne faut pas ignorer les événements du 6 mai 1527 qui eurent lieu à Rome et que l'on nommera le sac de Rome. Ce jour du 6 mai, alors que les États pontificaux sont en guerre contre le Saint-Empire germanique, allié à la monarchie espagnole, Rome est mise à sac par des troupes impériales de Charles Quint qui se trouvent être sous le commandement du connétable de Bourbon. Le pillage de Rome va durer jusqu'au début de l'année 1528. La ville subit une vague d'assassinats, laissant de nombreux cadavres dans les rues, favorisant la propagation de la peste et décimant une grande partie de la population. Ces horreurs vont déboucher sur une crise intellectuelle au sein de la population et chez les artistes. La croyance des humanistes dans un ordre unifié au sein duquel la raison serait victorieuse est en effet sévèrement ébranlée. Une nouvelle réalité s'impose à tous, impliquant des réactions nouvelles. Cette réalité s'accompagne d'une nouvelle manière de peindre, développée par des artistes italiens souhaitant rompre avec des standards de la Renaissance, inspirés dans un premier temps par Raphaël et Michel-Ange, qui n'avaient pas hésité, durant la haute Renaissance, à s'écarter de l'iconographie conventionnelle. L'art devient ainsi beaucoup plus subjectif qu'il ne l'était sous la Renaissance, et la technicité est reléguée au second plan, laissant la priorité à l'expressivité de l'artiste qui doit pouvoir refléter son savoir-faire.
Cette subjectivité s'accompagne de choix de couleurs différentes, beaucoup plus vives, dont les principaux tons sont le jaune, le bleu, le rose, le vert acide. Les plissements exagérés des vêtements portés par les sujets sont aussi caractéristiques de ce style. Une œuvre maniériste renverra souvent à son observateur une impression de désordre, de désunion. Les grands peintres de la Renaissance, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Raphaël et d'autres encore, ont tous inspiré le style maniériste. Parmi les principaux artistes représentatifs de ce courant, on peut citer Jacopo Carucci, plus connu sous le nom de Jacopo di Pontormo ou simplement Pontormo, Girolamo Francesco Maria Mazzolla, dit Parmigianino, Angelo di Cosimo, dit le Bronzino, ou encore Jacopo Robusti, dit Tintoretto ou le Tintoret en français. Grâce à François Ier, le maniérisme va s'imposer en France avec plus de succès que la Renaissance. En effet, à la fin des années 1520, le roi fait venir d'Italie un groupe d'artistes italiens pour décorer son palais de Fontainebleau. Ainsi naît l'école de Fontainebleau. En 1530, François Ier invite en France Giovanni Battista di Jacopo, plus communément désigné sous le nom de Rosso Fiorentino, peintre, graveur et décorateur italien appartenant à l'école maniériste ou à la Renaissance tardive. Il sera notamment chargé en 1532 de l'aménagement de la galerie François Ier. Ces galeries d'un nouveau genre bousculent les esprits en France. Aux tapisseries représentant des scènes relatives à des épisodes bibliques ou iconiques, se substituent ces peintures innovantes, provocantes, où la nudité est largement représentée. La figura serpentinata, ou figure ondulée, qui consiste à représenter les personnages dans une pose en spirale afin de créer du dynamisme, est très utilisée par les artistes. Sans bénéficier de l'apport direct des peintres italiens, comme ce fut le cas en France, le maniérisme va tout de même investir la société flamande au début du XVIe siècle. Anvers, l'une des grandes puissances économiques du Nord, notamment grâce à son port marchand, constitue un centre important du maniérisme flamand, offrant une diversité de styles picturaux assez inouïe. Liège et Bruxelles sont également des places importantes. Les ateliers se multiplient et les propriétaires ont souvent séjourné en Italie où ils ont pu étudier les œuvres des grands maîtres. D'autres peintres moins renommés, certes, font le voyage en France, d'où ils reviennent avec de nouvelles techniques. Les thématiques sont variées, entre paysages, nature morte, scènes mythologiques. Parmi les artistes les plus représentatifs de ce mouvement peuvent être cités Jan Sanders van Hemessen, qui peint principalement sur le thème de la religion, mais aussi des portraits et des scènes de genre. Et Peter Bruegel,
qui a formé beaucoup de disciples et honoré un nombre important de commandes au sein de son atelier.